Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo on va parler de quelques éléments d'actualité qui m'ont un petit peu interloqué. Le premier c'est la réalité sur ce qu'il se passe en Ukraine concernant les expéditions de céréales. Et je pense que vous n'allez pas en revenir, en tout cas moi j'ai été sur le cul. Dans un second temps on va parler avec un exemple concret des hausses hallucinantes du tarif du matériel et je pense qu'il faut mettre des chiffres sur tout ça de temps en temps. En dernier, on parlera un petit peu des crédits carbone, en tout cas de mon ressenti sur ce sujet, avant sans doute dans les mois à venir à faire une vidéo dédiée. Et puis si on a le temps, on parlera un petit peu de la nouvelle PAC qui semble enfin être posée. Voilà, donc j'espère que ça vous convient. Donc écoutez, ici sur le front, toujours pas de pluviométrie, malheureusement. On en espère, comme toujours, d'annoncer ce week-end. Mais bon. Alors revenons à notre premier sujet d'actualité sur ce qui se passe en Ukraine. Vous entendez beaucoup parler à grand renfort de médias, l'ONU y va aussi de tout son pouvoir, l'Europe, etc. Des expéditions de cargo de céréales, notamment de blé en Ukraine. Alors avec des accords tripartites, si vous vous rappelez, il y a la Russie qui donne son accord, bien entendu, puisqu'elle occupe la zone. Il y a l'Ukraine, bien sûr, qui a besoin d'argent aussi, puisque le blé lui appartient quand même en partie. Et il y a la Turquie qui garantit la sécurité de tout ce petit monde. Alors la réalité, c'est que nous avons la chance par des partenaires de connaître quelques agriculteurs qui travaillent encore en Ukraine. Peut-être plus pour longtemps, mais en tout cas c'est le cas. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le blé leur est payé 100 €. Il leur reste à eux, agriculteurs, 100 € de la tonne. Donc pour un prix actuel aux alentours de 300 € quand même. La Turquie en prend une partie pour garantir la sécurité, donc il parlerait de 40 à 50 €. Et puis l'Ukraine, bien sûr, demande un effort de guerre d'une cinquantaine d'euros, donc sur le dos des producteurs. Et puis la Russie, qui bien sûr n'entend pas être à côté, donc en prélève le reste. Donc finalement, vous voyez, sous des aspects... Encore une fois, c'est les producteurs, voilà, il y a du monde autour qui vit au crochet du monde agricole. Alors oui, c'est la guerre, mais en réalité, derrière tout ça, il y a du business, comme pour le gaz, comme pour en ce moment les notions d'énergie, puisqu'on nous parle beaucoup d'énergie. Donc vous voyez, tout ça, on ne nous l'explique pas tellement, il n'y a pas grand monde qui va un petit peu se renseigner sur ce qui se passe là-bas. Donc certains producteurs qui sont là-bas depuis plus de 20 ans, se donne encore une année, mais risque de revenir malheureusement, car c'est plus possible de pouvoir travailler là-bas, en sachant que la Russie se serait approprié à peu près 20% des terres agricoles. Donc c'est certainement pas fini. Il y a des gens, contrairement à l'Europe, qui ont compris que le pouvoir alimentaire dans l'avenir allait être quelque chose de capital, surtout si le climat perdure comme ça. Alors on aurait presque pu parler du maïs qui est derrière moi, puisqu'il y a aussi une polémique sur les cultures de printemps, mais ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mensonges autour de tout ça, puisque le maïs est sans doute la plante, une des plantes qui consomme le moins d'eau par rapport à nos céréales d'hiver, paradoxalement. Mais elle le fait à un moment où c'est visible pour ceux qui en tout cas ont de l'irrigation. On en reparlera. Alors le second sujet, c'était sur le matériel. Alors un exemple concret, on a un pulvé qui a une dizaine d'années, il est de 2012. Et donc, comme beaucoup d'agriculteurs, on a peur de ne pas pouvoir renouveler dans le futur. Donc la réflexion avait été engagée il y a 2 ans pour peut-être le renouveler. Finalement, trop de retours, pas d'accord. Donc comme on entretient bien le matériel, on a prolongé. Et puis là, on voit que ça prend tellement des proportions qu'on se renseigne à nouveau. Alors je vais donner des chiffres, après tout, il faut donner des chiffres, il faut que les gens sachent ce que coûte le matériel. Donc nous on a un pulvérisateur porté, donc c'est un pulvérisateur qui est sur le relevage arrière du tracteur avec une cuve à l'avant. Donc ce pulvérisateur, voilà, avec toutes les options nécessaires, donc la coupure de tronçon, ce qui permet d'économiser en partie des produits, etc. Bref, classiquement équipé comme en 2012, donc il valait en gros 50 000 €. Aujourd'hui, le même pulvérisateur mais sans la cuve avant, puisque étant en bas volume, on se rend compte qu'on l'utilise peu, que finalement on ne fait pas d'engrais liquide avec, donc la cuve arrière suffirait. Aujourd'hui, on est en gros 55% plus cher, et je suis gentil parce que j'inclus pas toute la différence en réalité. 55% en 10 ans, et c'est pas fini, et il y a 1 an de délai. Donc ça pose quand même question, il faut que les gens sachent 55% de hausse. Donc il y a un moment donné, il faut que tout le monde ait conscience que là, on voit, il va y avoir Innovagri Sud-Ouest, des grandes manifestations des tas de ferraille. Je pense que si les agriculteurs continuent d'en acheter, parce que visiblement c'est ce qui se passe, on est au-devant de beaucoup de difficultés dans les mois et les années à venir, surtout pour ceux qui justement n'ont pas eu un renouvellement régulier et qui ont des matériels chez eux qui n'ont
plus ou pas de valeur technique et économique. Et déjà pour ceux qui renouvellent régulièrement, ça va plus être possible certainement, en tout cas si on prend une calculatrice. Donc voilà, donc 55% de hausse, ça pose quand même question sur la performance de nos constructeurs. Et donc depuis pas mal de temps avec Mathieu, on avait envie de rencontrer une entreprise française qui fabrique des pulvérisateurs depuis de nombreuses années, qui était anciennement, en tout cas pour une petite partie, l'entreprise Blanchard. Donc cette entreprise, aujourd'hui, je vais donner son nom, elle s'appelle Arland. Donc c'est une entreprise qui est vraiment très technologique et surtout qui est française. On a eu la chance de rencontrer l'un des responsables avec un commercial et on a parlé technique pendant toute la matinée. Et donc je pense que je vous en reparlerai dans l'avenir selon ce qui se passera, mais en tout cas c'est vraiment des gens très techniques, très à l'écoute, très réactifs. J'ai eu des clients au téléphone et visiblement ils sont très satisfaits de la réactivité, encore une fois, d'une entreprise à taille humaine et qui a qu'un objectif, c'est que de ne pas être embêté. Donc les composants sont choisis pour ne pas derrière avoir de soucis. Et surtout techniquement, et c'est là que j'aurai des choses à vous dire lorsqu'on en parlera de pulvérisation, il y a vraiment des atouts que beaucoup de constructeurs n'ont plus forcément ou n'ont pas forcément. Et c'est vraiment bien construit, bien fait. Donc voilà, donc c'est intéressant de le savoir. Donc au cas où, renseignez-vous si vous avez des projets d'investissement. Ne mettez pas de côté des petites marques comme ça. Quand je dis petites, hein, c'est pas péjoratif. Qui ont vraiment tout d'une grande, comme on dit. Hein. Voilà, donc plutôt intéressant. Alors le troisième sujet, c'était les crédits carbone. Alors moi je pose la question, hein, on est en train de nous parler de pénurie d'électricité par une gestion tellement calamiteuse de la France, par idéologie encore une fois. Hein, et certains, j'espère, regardent leurs chaussures aujourd'hui au lieu de se pavaner sur les plateaux télé en nous expliquant certaines choses sur l'écologie, parce que si on en est là en grande partie, c'est grâce à nos amis écologistes depuis une dizaine d'années, par l'idéologie qui s'en est entouré et qui a fini par contaminer presque tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à la réalité et que les pénuries annoncées n'ont rien à voir avec la réalité. On vivra des coupures, c'est à peu près sûr. Tous les spécialistes l'accordent. Surtout si jamais on avait enfin un vrai hiver, ce qui, objectivement, pour tous ceux qui travaillent avec la nature, est un souhait très fort, qu'on ait de la vraie pluviométrie, de la neige, du froid, qu'on remette la nature un petit peu d'équerre parce qu'elle a tellement souffert qu'elle a besoin d'une vraie pause hivernale et non pas de continuer à fonctionner dans le mauvais sens. Ça, c'était une parenthèse. Donc aujourd'hui, il y a des crédits carbone, c'est-à-dire en fait, c'est quelque chose que personnellement, on entend parler depuis le début de l'agriculture de conservation qui se mettait en place dans certains pays. Alors, on nous présente ça un peu comme la méthanisation. Vous allez dire, il revient encore à la méthanisation. Non, j'en rêve pas la nuit. Hein. C'est juste d'expliquer que le crédit carbone, quand on y pense, c'est juste un droit à polluer pour ceux qui nous entourent, hein, qui vont acheter ces droits. L'agriculteur a une vingtaine d'euros, allez, c'est monté à 31 euros je crois cette année, de la tonne de carbone stocké. Donc la réalité c'est que si on démarre dans les techniques d'agriculture de conservation, on est beaucoup plus éligible facilement et surtout on stocke plus de carbone les premières années qu'on en stockera après 25 ou 26 ans comme nous ici. Que personnellement, toutes ces usines comme ça un peu à gaz, je sais qu'il y a de l'argent à aller chercher, on a la discussion avec des partenaires. Moi, je pense que c'est encore une forme de corruption un peu passive qu'on ne se rend pas compte, mais qu'en réalité, on donne des miettes. Qui stocke le carbone à part les agriculteurs? Donnez-moi un exemple. Voilà. Et nous, on a une vingtaine d'euros quand ces droits-là sont vendus 120, 150, même jusqu'à beaucoup plus de la tonne aux entreprises. Donc de l'autre côté, par nos efforts, qui devraient être de toute façon généraux, on devrait tous faire ces efforts-là de stocker du carbone. Il n'y a pas de question de prime ou pas, il en va de notre avenir. Et au lieu de ça, on nous donne une petite pincée avec parfois des gens qui ne font qu'une partie du dossier, encore une fois, et pas l'approche globale du sol à la plante, parce que des résultats rapides de montée en carbone, ça n'est jamais bon de toute façon pour le sol. Ça ne veut pas dire que ça marche bien, encore une fois. Donc voilà, donc c'était juste un petit peu, on aura l'occasion sûrement de rentrer plus dans le détail avec des éléments concrets chiffrés. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup vous parler, comme les diminutions de gaz à effet de serre sur certaines cultures, le colza, etc. Quand on voit certaines pratiques pour les implanter, on peut se demander comment cette culture-là peut déjà apporter une limitation de gaz à effet de serre quand certains ont consommé le double de carburant que d'autres, qui ne sont peut-être pas éligibles, puisque nous, quand on va regarder les dossiers, on n'est pas forcément dans la liste, puisqu'on ne laboure pas depuis trop longtemps. Il faudrait qu'on mette, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, qu'on se met à la culture sans labour à partir d'aujourd'hui ou d'hier. Donc tout ça, ces hypocrisies-là, je vous avoue que si personne en parle, bon bah ça ne changera pas la face du monde, puisque tout le monde va aller chercher les quelques euros qui nous manqueront dans les mois et les années à venir. Mais malgré tout, ça peut poser un peu question. Alors je conclurai cette petite vidéo sur la PAC, puisque je vois que j'ai encore un tout petit peu de temps. Alors nos amis gouvernants ont enfin apparemment tranché sur ce que va être la future PAC. Alors bon, quand on y regarde, on voit juste qu'il y a à peu près un tiers de l'aide qui va dépendre de nouvelles contraintes, entre guillemets, ou en tout cas
de certification ou de mise en jachère supplémentaire, bref, 80 et quelques euros, on peut aller jusqu'à cette partie du tiers là. Donc c'est vrai que on voit juste que les aides deviennent un petit peu anecdotiques au regard du coût que les nouvelles contraintes nous apportent. Concernant la succession des cultures, puisque je mets ce mot-là pour que tout le monde comprenne bien, donc les variétés de cultures qui sont faites sur les fermes, des protéagineux, des oléagineux, des cultures industrielles, etc. Bon, il y a toujours des points comme à l'école à aller récupérer si on fait des cultures non rentables, comme des protéagineux ou des choses comme ça. En tout cas non rentables dans beaucoup de régions, attention, je ne veux pas affirmer. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est encore... voilà, je pense qu'on est tous pareils. Quand on regarde les propos, les mots employés, etc., on voit bien que c'est vraiment fait par des gens de terrain. Ça se sent vraiment en phase avec notre réalité, puisque on est quand même en période d'avoir défini nos assolements pour l'année en cours. Et en fait, la PAC ne fait que de frissonner sa version définitive, comme toujours. Claquer une jachère comme ça se fait en 5 minutes. Donc ça aussi, c'est vachement écologique en déstockage de carbone que d'aller recultiver une jachère. Sur le fond, quelle cohérence, quand on y réfléchit, quelle cohérence. Alors je conclurai cette vidéo en vous disant que au niveau terrain, on est quand même pas mal limité. Donc j'ai des choses à vous dire sur la fissuration, j'ai des choses à vous dire sur notre outil de semis, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur plein de sujets de terrain. Mais il faut dire que là, la nature, elle est complètement bloquée. Et puis nous, en tant qu'agriculteurs respectueux de tout ça, on essaye de ne pas faire n'importe quoi. C'est pas facile, je vous avoue. Mais donc on n'intervient pas dans les champs, on ne sème pas, puisque de toute façon, ça ne lèverait pas. Donc ça limite un peu les sujets avec une illustration concrète sur le terrain. Et comme l'idée c'est quand même toujours d'être en phase avec le terrain, eh bien ces vidéos-là sont un peu reculées. Mais il y a des choses qui devraient, j'espère, bouger dans les jours à venir avec l'arrivée de la pluviométrie. Voilà les amis, écoutez, bon courage à tous en attendant et puis on croise les doigts. À bientôt.